Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dave Cloutier, comme qui a mentionné. Je suis un infirmier autorisé ou un RN. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de une expérience, dans le fond, rurale dans un hôpital qui est au nord de l'Alberta. Donc, comme le titre est mentionné, une réalité rurale nord-albertaine. Euh, et voilà. Donc, je vais parler plus spécifiquement de la région de la Rivière de la Paix, où je viens, où que je offre des soins à l'hôpital de McLennan. La région de la Rivière de la Paix, ça constitue de plusieurs communautés, comme au nord de la Colombie-Britannique, puis aussi au nord-ouest de l'Alberta. Les communautés sont aussi Falaire, Peace River et d'autres petites communautés comme Grimshaw, mais aussi plus particulièrement de où que je vais vous parler, c'est de la région euh, de Smoky River. Euh, on continue. OK, donc le district municipal de Smoky River. Si on regarde ici la carte de l'Alberta, cette carte représente la proportion de la population de l'Alberta qui pouvait soutenir une conversation en français. On regarde, là, c'est difficile à voir les couleurs un petit peu, mais la plupart c'est vert, jaune, orange et rouge. Rouge, la petite partie rouge qui est ici est la région de Smoky River. Donc, ça représente 30% plus de 30% de la population peut soutenir une conversation en français, qui est vraiment le district qui est plus, euh, ce qui est le plus de la proportion plus grande de personnes qui parlent en français comparativement au restant de la province. Si on continue ici, donc Falaire est une des communautés qui fait partie de ce district municipal. Falaire est une des communautés officiellement bilingues de l'Alberta. Il y en a quatre, dont un est Beaumont, l'autre est Le Gall et Saint-Paul. Les panneaux de signalisation sont affichés en français et en anglais. Aussi, le français demeure une langue, une langue qui est parlée au foyer de nombreuses familles qui vivent dans la région. Puis aussi, si on parle plus spécifiquement dans les industries majeures de la région, consistent de l'agriculture le gaz, le pétrole, l'apiculture, certainement. On est la capitale du miel au Canada, donc la plus haute production de miel comparativement au restant des provinces. Et si on continue encore. Et à Falaire, comme que je disais, et les environs, on est particulièrement une communauté francophone. À Falaire, il y a le Conseil scolaire du Nord-Ouest avec l'école francophone, l'école Héritage, le bureau de la CFA, le Café Nord-Ouest qui fait aussi promouvoir le français en faisant des activités familiales. Il y a les écoles d'immersion, école routier, le CKRP qui est la radio francophone de la région. Certains festivals comme le Festival du Miel et surtout à Saint-Isidore, le Carnaval de Saint-Isidore qui est très populaire et qui est très enrichissant comme la culture francophone. Puis, si on parle maintenant de McLennan, c'est où que l'hôpital est situé. On l'appelle aussi le centre de santé communautaire Sacré-Cœur. Les services qui sont inclus à l'hôpital, il s'agit des soins d'urgence, des soins externes, les soins aigus, la pharmacie, la santé publique, laboratoire, physiothérapie et plein d'autres, radiographie. On fait aussi des cliniques externes endoscopiques, donc il y a beaucoup de services à faire. Mais je ne vais pas toutes les mentionner ici. Donc, une journée typique à l'urgence, si je parle de la couverture des infirmiers, des soins infirmiers. Donc, on a un infirmier ou une infirmière à l'urgence qui est pour un service de 12 heures. Donc, soit moi-même ou quelqu'un d'autre. Le deuxième poste de 8 heures est non garanti. Donc, il est là pour plus les soins externes, puis aussi comme, dans le fond, pour un deuxième infirmier aux soins urgents. Il y a 4 infirmiers et infirmières au département de soins aigus qui vont venir à l'urgence à partir de 7h45 le soir et jusqu'à 7h30 le matin. Donc, il n'y a pas d'infirmier ou d'infirmière qui est
spécifiquement comme placés à l'urgence pendant la nuit. C'est les infirmiers qui sont à l'hôpital au département des soins aigus qui vont couvrir. Puis on a une capacité de 20 lits sur ce côté-là. Donc, si l'infirmière en charge, elle peut quand même avoir une charge de peut-être 4 patients, mais il faut quand même qu'elle aille couvrir les soins d'urgence et c'est occupé sur ce côté-là. Le volume de patients par jour, de 20 à 50 patients par jour, je dirais, ce serait la moyenne dans les dernières années. C'est devenu de plus en plus, occupé depuis la COVID, depuis 2021. De plus en plus de monde qui vient. C'est rare qu'on ait en bas de 20 patients par jour. La couverture médicale, donc il y a un médecin qui est sur place pendant 24 heures, de 7 heures à 7 heures. Puis les vendredis ou dimanches, c'est un médecin qui couvre les soins d'urgence pendant 72 heures. Dans le fond, c'est le même docteur. Donc, après la troisième journée, s'ils se font appeler par la nuit, ils sont un petit peu fâchés, ou grumpy, qu'on dit. Donc, si on continue. Ça, c'est notre salle de déchocage. Ça, c'est une des photos où on appelle le trauma room. C'est là qu'on va accueillir les gens qui ont besoin de plus de soins urgents. Donc, ça peut être comme crise cardiaque ou des traumatismes ou septicémie, donc l'infection dans le sang ou des choses comme ça. Si on clique, donc ça peut être des fractures, des fois que les personnes viennent avec les traumatismes ou si on clique encore, des blessures, on peut faire des points de suture, que ce soit grave ou mineur, et aussi un infarctus au myocarde qu'on appelle. Donc, c'est juste un ECG qui c'est pas beau à voir. Comme quand on le voit, on sait qu'il faut faire quelque chose. Donc, si on continue. On a 3 lits de repos à l'urgence aussi. Donc, on s'en sert pour les soins externes, plus précisément, pour les infusions. Si on clique, les infusions de sang, de produits sanguins ou de n'importe quel médicament, des changements de pansement. Ça peut être aussi des injections. Ou aussi, on fait aussi la clinique endoscopique, comme que je disais auparavant. Donc, ça serait notre salle d'opération. On a 2 chambres qu'on utilise. Il y a des chirurgiens de Grand Prairie qui viennent jusqu'à l'hôpital 4 à 6 jours par mois, puis ils font de 14 à 16 procédures. Donc, ils font soit des gastroscopies ou des colonoscopies dans notre hôpital. Donc, on est très content de ce service, puis on est content d'offrir ce service à notre hôpital rural. Si on continue ici, donc ceci est le bureau à l'urgence avec il y a les 3 chambres d'examination, mais il y en a 4 vraiment dans notre qu'on ne voit pas à la gauche. Donc, sachant qu'on est un infirmier ou un docteur à l'urgence, c'est important de savoir où aller chercher de l'aide quand quelqu'un rentre à l'hôpital puis qu'on est un seul. Moi, vraiment, je suis la plupart du temps le seul là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premièrement, on essaie de trouver le personnel. On appelle le personnel du département de soins aigus en premier. Puis par la suite, si on y manque encore de gens ou même si ça serait une condition plus grave, on a toujours besoin plus de mains. Donc, les personnels de services d'aide médicale, comme les ambulanciers, ils ont un bureau ou un poste juste à côté de l'hôpital, qui peut servir de personnel extra pour aider. Si ça fonctionne pas, il y a toujours téléphoner les personnes qui sont pas à l'hôpital, le personnel qui pour rappeler du renfort, comme dans des conditions plus graves. Ça serait une autre option. Et juste pour mentionner aussi, on n'a pas de sécurité à l'hôpital. Donc, des fois, avec des patients ça arrive, des fois, qui sont plus agressifs ou pour quelques raisons, on n'a pas de sécurité là. Donc, des fois, ça arrive qu'il faut appeler la GRC. Heureusement, le poste de GRC est juste à côté, mais même une couple de minutes peut faire des différences des fois. Sinon, il faut appeler à High Prairie pour un service de sécurité qui peut prendre jusqu'à 2 heures avant qu'ils viennent. Donc, c'est pas toujours
pas toujours le plus facile de cette situation-là. Donc, aussi, s'il n'y a pas de médecins qui sont présents à l'urgence pour offrir des soins, des fois, ça arrive de faire des détournements. Surtout dans le Nord, ça a été fait, ça se fait de plus en plus, je dirais, dans les dernières années. Donc, quand aucun médecin n'est disponible, il y a souvent un infirmier là pour faire des évaluations. Si on passe au prochain ici. Donc, ça arrive des fois qu'on va évaluer les patients, voir s'ils ont besoin des soins plus, s'ils ont besoin des soins plus immédiats. Des fois, il faut faire un transfert par ambulance pour à un autre hôpital, comme l'hôpital de High Prairie qui est à 45 minutes, ou à Peace River, ou même à Grand Prairie, dépendant des soins qu'ils ont besoin. Aussi, on a un réseau de consultation qui est appelé Rapid North. Puis ça peut aider pour nous connecter à des spécialistes ou même des docteurs pour nous donner des ordres. Puis ces ordres, dépendant de la situation, c'est des critiques. On peut avoir un transport qui est arrangé à travers de STARS ou même par les avions de Alberta Health Services pour les amener à comme ici à Grand Prairie ou à Edmonton. Ce serait d'habitude les deux endroits qu'on enverrait les patients qui sont plus instables. Donc, si on parle maintenant des personnes de la région, je disais, comme j'avais mentionné, que l'agriculture est très forte, puis je parle plus des fermiers. C'est des choses qui arrivent souvent avec les fermiers. Est-ce que c'est tous les fermiers? Non, mais des fois, qu'est-ce qui arrive? Pendant, je sais pas, les semences et les récoltes, ils vont avoir des troubles ou des choses plus graves, peut-être une angine ou qui ont mal à la poitrine. Ça faisait des jours, mais c'est comme non, il faut que mes graines soient dans le sol, faut récolter, on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. Puis ils vont venir, puis c'est déjà là, le pronostic est déjà moins bon. Peut-être qu'il y avait vraiment une crise cardiaque ou quelque chose. Donc c'est important de venir nous voir dans ces moments-là. Ou sinon, on a complètement l'opposé, des gens qui viennent pour des petits rhumes ou des choses, des plaintes mineures, remplir des documents qui n'est pas nécessairement approprié pour les soins urgents, soit à l'urgence. Donc, je dirais, donc on a les deux vraiment dans la région, mais souvent, c'est ça, ils vont venir, puis soit qu'ils manquent un morceau de bras, puis ils sont à l'hôpital, ils sont en train de saigner partout, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça l'arrive, un ou l'autre, ça l'arrive à l'hôpital, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va passer à travers la porte, vraiment. Puis, dans les situations moins graves, donc, il y a toujours un numéro qui est disponible, le 811, quand tu te sens malade, si c'est pas trop, si tu dois rentrer à l'urgence pour te faire voir par un docteur. Donc, c'est toujours, il va y avoir quelqu'un qui va répondre. Habituellement, ça va être un infirmier aussi autorisé, un RN, qui va passer à travers les protocoles, puis ils vont te laisser savoir si vous avez besoin d'aller à l'hôpital ou non, ou dans quel temps, si c'est des jours, ou dans 4 heures, ou immédiatement, il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc, c'est toujours une bonne ressource. Mais par exemple, si c'est comme l'AVC, si vous avez des symptômes d'AVC qui est pas mal plus immédiat, grave, comme le visage affaissé et l'incapacité de lever un bras, le trouble de parler. Donc, dans ce moment-là, le 911 serait plus approprié. Le 911, qu'est-ce qui est important avec ça? Ça peut réduire un peu les délais pour se faire traiter. Venir à l'hôpital directement au lieu d'appeler 911 peut nuire, peut causer des délais à cause que juste venir à l'hôpital, tu es en train de perdre 1 à 2 heures, je dirais, pour le temps on évalue, qu'on arrange le transport, qu'on fait ou qu'on appelle les spécialistes, où il y a déjà un peu de délai, même si on essaie de faire ça tout de suite quand la personne elle arrive. Donc, en appelant 911, la personne va se rendre jusqu'à Peace River, qui est le centre où ils peuvent faire des CT scans, tandis qu'à McLennan, on n'a pas les ressources. Donc, puis même des fois, ils peuvent comme arranger ou dire, OK, on va se rencontrer à un certain endroit pour réussir à aller à Peace River, parce qu'ils suivent des protocoles directs, puis dépendant les symptômes ou la gravité, ils vont suivre ces protocoles.
L'avantage rural. Pourquoi ici, si on regarde la photo, est où l'hôpital? C'est pas tout à fait McLennan, ça ressemble un peu, mais pas tout à fait. Il y a pas, mais pourquoi qu'on travaille dans un milieu rural? Donc, en tant qu'infirmier, on a un rôle plutôt large et diversifié. Donc, on a un champ de pratique qui est large. Mais en travaillant dans un milieu rural, je dirais on a certains avantages, donc un rôle plus diversifié et élargi. On va travailler toute la journée pas nécessairement dans un département, mais tu peux te faire lancer un peu n'importe où. Tu peux travailler en soins urgents, te lancer en après-midi dans les soins aigus ou en soins obstétriques, par exemple, ou en clinique endoscopique dans la même journée. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qui t'attend. Tu travailles de différentes populations. Peut-être tu vas travailler avec un petit bébé le matin qui a des problèmes respiratoires ou une personne âgée qui a tombé sur la glace qui s'est cassé la hanche. Donc, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. On a aussi une plus grande autonomie dans le sens que les docteurs, puis le manque de personnel, donc il n'y a pas un personnel limité qui fait que faut que tu penses un petit peu sur comme quand les choses sont graves, faut que tu sois faut que tu sois prêt à prendre des décisions, à entamer des protocoles, puis sans même que le docteur soit présent. Donc, il faut que tu connaisses tes choses, mais en même temps, ça fait que tu es un infirmier plus compétent. Aussi, une application plus étendue du champ de pratique dans le sens qu'on peut faire certaines choses que les infirmiers en ville ne peuvent pas faire, comme l'insertion de iGel, qui est des dispositifs supraglottiques, donc l'intubation au-dessus des cordes vocales, si nécessaire, ou mettre ou insérer des cathéters intra-osseux si tu es certifié. Donc, driller dans l'os, soit dans l'épaule ou dans le genou pour donner des médicaments, dans le fond, ou des fluides, des cristalloïdes. Aussi, la collaboration et communication interprofessionnelle accrue, c'est très important dans un milieu rural de bien jouer avec les autres départements, de s'entraider, puis aussi savoir quand quelqu'un rentre, est-ce qu'on est capable d'offrir les soins à ce patient-là ou est-ce qu'il nous dépasse nos capacités qu'on peut offrir? Est-ce qu'il faut appeler des spécialistes? Est-ce qu'il faut arranger le transport pour l'envoyer à un plus gros site comme Grand Prairie ou autre, ou Edmonton? Donc, quand un patient rentre, c'est quasiment la première question que tu te poses à ta tête. Est-ce qu'on est capable de traiter ce patient-là, puis de façon sécuritaire? À partir de là, Connect Care, c'est notre programme informatique maintenant depuis 2021. Puis, je dirais que ça l'a aidé avec cette communication-là aussi entre spécialistes. Donc, les spécialistes peuvent avoir accès au dossier des patients directement sans même être là. Puis, ça va juste faire une meilleure continuité des soins aux autres sites. Maintenant, on parle de l'offre active. Donc, je disais avant que on est une communauté plus particulièrement francophone. Tous nos signes à l'hôpital sont aussi écrits en français et en anglais, même les départements. Donc, comme Outpatients Clinique Externe, par exemple. Aussi, environ 30%, je dirais, du personnel de santé à l'hôpital vont parler français. Puis, ici, juste votre santé avant tout, service en français, juste en rentrant au bureau d'enregistrement, on peut voir ce signe. Et on a beaucoup de pamphlets qui sont déjà traduits pour les maladies et les conditions aux ressources qui sont ici écrits en français. On a aussi un programme, un service de santé en français pour la population, s'ils le demandent. Il y a une personne en charge de ce service qui va contacter les patients puis offrir les services en français ou qui ont besoin d'interprétation. Ils vont s'arranger qui va avoir ce service. Alberta Health Services, ils ont aussi un programme de traduction, une ligne téléphonique, puis aussi comme virtuel si nécessaire. Donc, on n'a juste besoin d'appeler ce numéro puis la personne peut recevoir vraiment quelqu'un qui parle en français qui peut aider avec le jargon médical aussi.
Aussi des documents qu'ils peuvent faire, mais avec les documents, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des mois avant de recevoir les documents qui sont traduits avec Alberta Health Services. Donc, il y a beaucoup de délais dans ça, mais c'est quand même accessible. Donc, si on parle plus de la population aussi dans la région, on a beaucoup d'aînés, de gens, de personnes âgées aussi. Puis un fait intéressant, donc 41,5% des francophones vivant à l'extérieur du Québec vont plus fréquemment être habités dans un milieu rural. Puis aussi avec les conditions médicales qui peuvent survenir avec en nageant, ça fait que les problèmes par rapport à la langue vont ils vont être plus importantes dans les prochaines années. Comme au Manoir du Lac, qui est juste pour les résidents, sont juste de l'autre côté de notre hôpital. Mais là, la Villa Beau Séjour est à Falaire. Puis, qu'est-ce qui arrive avec les personnes âgées? Des fois, la surdité ou même la démence ou l'Alzheimer, ou même des déficiences cognitives légères, peut faire en sorte que les patients révertissent à leur langue maternelle. Donc, ils recommencent à parler le français. Même s'ils étaient confortables à parler en anglais avant, mais maintenant, ils vont juste penser à ça. Ou même s'ils sont en douleur ou en détresse, ils vont chercher à revenir parler leur langue maternelle. Donc, c'est très important d'avoir ces services-là. Il y a aussi dans la région des Français qui viennent, soit de France ou de d'autres pays ou même du Québec, qui ont de la difficulté à parler en anglais. Ils viennent aider à les fermiers, ils viennent travailler pour les fermiers. Certains fermiers les engagent quasiment chaque année au lieu d'engager d'autres. Donc, ils aiment engager ces personnes françaises-là. Puis, après ça, on les voit de temps en temps à l'hôpital. Puis, moi, je joue le rôle de traducteur dans la plupart de ces cas-là. Puis aussi, des enseignants, des fois, comme au Conseil scolaire du Nord-Ouest, qui viennent peut-être à l'école Héritage, ou autres qui viennent s'établir, qui parlent juste le français. Donc, c'est très important d'avoir ces services offerts en français. La demande active aussi, il y a beaucoup de gens ou de familles qui veulent se faire servir en français, puis que c'est un droit, donc ils ont le droit de demander, ils ont le droit de se faire servir en français, même si c'est pas toujours disponible. Donc, qu'est-ce que je fais pour faire l'offre active? J'ai commencé à faire ça plus récemment, mais quand les personnes rentrent à l'urgence, je les accueille, je dis « Hello, bonjour », un peu comme dans les positions gouvernementales, comme dans les parcs nationaux. Juste dire « Oui, je parle aussi français si vous avez besoin ». Aussi, le programme Connect Care, il y a une langue préférée dans votre dossier qui peut être changée au français si vous voulez avoir les soins en français. Je regarde ça pour voir, oui, elle préfère la langue française pour communiquer. Mais c'est pas toujours à jour à cause que depuis qu'ils ont mis le système, tout le monde a été mis par défaut à la langue anglaise. Donc, quand tu rentres à l'urgence, fais juste demander, peux-tu changer ma langue préférée sur mon dossier, puis tu peux le faire. Aussi les macarons, j'en mettais avant, mais avec les aiguilles, je trouvais ça maganait trop les habits. Donc, j'aimais plus autant qu'avant. Par exemple, avec un aimant, je pense que j'en mettrais plus souvent. Ça serait une chose peut-être à changer avec ça. Puis aussi, avec les gens, j'ai commencé à donner le répertoire des professionnels de santé qui parlent français pour les personnes qui ont de la difficulté avec l'anglais. Quand ils rentrent, puis tu peux regarder sur ce site-là, puis voir si tu as besoin, par exemple, des soins en santé mentale ou autre. Donc, tu peux avoir accès à ce répertoire-là. Si on parle des ressources en milieu rural, donc, j'avais dit avant que c'est ça, on a des ressources un peu limitées. L'accessibilité est aussi affectée par ça. Puis aussi, si on parle plus spécifiquement de McLennan, on n'a pas de spécialistes sur le site. On a aussi plusieurs tests au laboratoire que les gens rentrent, qu'il faut les envoyer soit à Grand Prairie ou soit à Edmonton pour se faire analyser. Ça peut prendre une couple de jours, des fois, de délai pour recevoir les résultats. On a seulement les X-rays comme pour l'imagerie.
Donc, on peut pas faire de CT scan ou des scans plus avancés, qui est souvent requis avec des conditions plus graves. Puis aussi, on n'a pas de salle, comme aucune capacité de salle d'opération. On n'a pas de chirurgien ou autre sur site. Et on n'a pas de soins obstétriques, même si des fois ça arrive que les gens qui rentrent, puis qu'on n'a pas le choix la personne accouche à l'hôpital, on n'a pas le choix d'en prendre soin, mais on a les ressources pour le faire, mais on peut pas faire ça d'une manière planifiée, dans le sens. Aussi, autres articles médicaux qui sont des fois limités. Puis, il faut être un petit peu créatif avec ce qu'on a pour trouver des solutions des fois, ou on a besoin d'attendre ou avant qu'on ait le matériel nécessaire. Ou les envoyer ailleurs, comme à d'autres sites pour se faire donner des soins vu qu'on n'a pas les articles nécessaires. Aussi, si on regarde aussi la carte, donc McLennan est ici, High Prairie est à peu près à 45 minutes, comme que j'avais dit avant. Peace River est aussi à peu près 45 minutes de McLennan, et Grand Prairie est jusqu'ici, donc à 2 heures de McLennan. Donc la distance fait une grosse barrière aussi à l'accessibilité aux soins dans les milieux ruraux. Donc, qu'est-ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on a de la misère à arranger le transport d'un établissement à un autre à cause du manque de personnel ou d'ambulanciers ou les conditions de route, par exemple. Cet hiver, mettons que les conditions étaient pas belles, des fois on a des délais à envoyer des patients à d'autres sites, qui fait que les patients attendent plus longtemps pour recevoir les soins qu'ils ont besoin. Il y a des transports privés aussi qui sont disponibles, puis qui peuvent être remboursés par Alberta Health Services, comme le Wainedo Transport, je pense, puis certains taxis, si c'est des choses moins graves, mais pour les cas urgents, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. Pour aussi les personnes qui ont des difficultés financières, qui n'ont pas l'argent pour le gaz, pour se rendre d'un point A à point B. Donc, il y a aussi des ressources dans la communauté comme le FCSS, qui peut donner ces ressources-là pour aider financièrement pour ces familles. Donc aussi, si on parle de soins mentaux, très limité aussi dans la région. Vraiment le plus proche, ce serait High Prairie où on fait nos références. Ils ont leur département de soins mentaux et addiction à High Prairie. Ou si quelqu'un rentre avec des problèmes comme une psychose, des choses, peut-être des conduites suicidaires qui ont besoin de se faire évaluer par un psychiatre, on les envoie jusqu'à Grand Prairie parce que c'est ici qui est où que les spécialistes sont, où aussi on a les soins mentaux comme aigus, le département. Mais encore là, c'est un peu difficile à arranger le transport. On peut avoir des délais. Puis aussi, après qu'ils se font voir, est-ce que les patients vont suivre ou même se faire se faire admettre, je sais pas comment dire ça tout de suite, l'admission, se faire de McLennan à Grand Prairie. C'est comme 180 km environ, donc c'est au moins 2 heures de route. Puis ils passent habituellement par Valleyview au cas où il y aurait un problème. Puis là, ils vont jusqu'à Grand Prairie de là. Puis ici, c'est une meilleure route d'habitude que les petites routes de côté. Donc, ça serait comment qu'ils se rendraient. Ouais, exactement. Puis, donc, puis le suivi n'est pas toujours fait. Il y a toujours des délais. Puis, la plupart du temps, la santé mentale j'aurais eu des gros trous dans le système de santé. Puis ça a toujours été une difficulté. Puis, je pense que ça va l'être dans les années futures aussi. Jusqu'à temps que je pense qu'on mette plus d'argent, plus d'efforts dans ces soins. Sachant que les soins de santé mentaux sont limités dans la région, il y a toujours un helpline, comme une ligne téléphonique d'aide que vous pouvez appeler, un 877-303-2642. Je ne sais pas si c'est très bien affiché partout. Maintenant, je pense qu'avec comme la technologie, ils pensent que tout le monde a accès vraiment à mettre ça sur leur téléphone. Donc, c'est toujours
et puis tu as accès à beaucoup de langues, je pense à l'entour de 170 langues. Donc c'est toujours un numéro à appeler si vous avez besoin de des soins immédiats. Donc aussi le 211 que je pense est plus récent. Donc, le 211 est un service essentiel qui a été rajouté. Donc, si tu as besoin des ressources ou tu sais pas où aller chercher certaines ressources, tu peux appeler le 211. Tu peux texter le 211 aussi. Puis, encore là, c'est accessible en comme 170 langues. Puis, ils vont te donner, que ce soit ressources pour services mentaux ou ressources financières ou même tout autre, ils vont te connecter, ils vont te donner les ressources nécessaires pour accéder à ces ressources. Donc, si on continue ici, donc les ressources en milieu rural, la pénurie critique de personnel. Donc, je vais juste donner un fait intéressant. Avant, il y a 22% des Albertains qui vivent dans des communautés rurales en Alberta. Ça représente environ 650 000 personnes. Mais seulement 7% des médecins de famille pratiquent dans les milieux ruraux. Donc, un écart qui fait que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui n'ont pas de docteur de famille, n'ont pas de médecin de famille dans la région. Puis, ça fait aussi que il y a beaucoup de délais, puis il y a beaucoup d'attentes dans les cliniques. Plus d'un mois, par exemple, ou même à Peace River, je pense qu'il y a du monde qui disait alentour de 3 mois d'attente pour voir le médecin. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que les gens, ils viennent nous voir aux soins urgents pour pour voir le docteur, vraiment. Puis ça fait que ça nous donne plus de pression, que c'est fait plus difficile pour nous de s'occuper des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est comme un gros écart. On a besoin, je pense, plus de médecins, plus d'infirmiers. On a besoin de vraiment plus de personnes, plus de personnel de santé vraiment dans la région. Puis des fois, j'appelle ça les soins urgents à notre département comme une clinique glorifiée parce qu'on des fois, il y a des journées qu'on va passer à voir des personnes avec des grippes. Puis c'est ça que c'est. Ça ici, on voit ça, on a vu ça souvent dernièrement, puis ça se passe encore, comme juste ici en décembre. Ça, c'était à quelque part en Alberta, je suis plus sûr. Mais on a vu ça aussi à McLennan, surtout durant la COVID, qu'il n'y a pas de médecin sur site. Puis c'est ça, on voit ça à travers l'Alberta. Il y a eu en 2023 36 000 heures que le département d'urgence n'avait pas de médecin. Puis en 2024, 34 400 heures. Ça équivaut à peu près à 4 urgences, départements d'urgence qui seraient fermés à l'année. Donc, ça réduit beaucoup l'accessibilité. Fairview, il y a 7 lits sur 25 depuis 2022 qui sont pas disponibles à cause qu'il n'y a pas assez d'infirmiers et d'infirmières. Et ça, c'est la même chose avec les autres professionnels de la santé, les ambulanciers, les thérapeutes, toutes sortes autres qui ont le même problème de pénurie de professionnels. Donc, les actions du gouvernement, ils ont séparé AHS en 4 différents piliers en l'espoir d'améliorer les soins que tu offres au niveau de la population. On espère que ça va faire quelque chose. Financement aussi basé sur les patients et les activités, surtout pour les chirurgies qui a été fait avant Noël, je pense à l'automne. Les chirurgiens donc l'argent suit les patients. Donc ils espèrent que les coûts vont baisser et que les temps d'attente vont baisser aussi. Ça a été implémenté au Québec, puis ils ont eu des bons succès, puis en Australie aussi. On va voir qu'est-ce que ça va faire avec ça. Puis aussi la loi 11 qui est très controversée, le Bill 11 qui est parlé couramment à la législature en ce moment, pour aussi essayer d'améliorer ou réduire les temps d'attente. Ça permet aux médecins, des chirurgiens surtout, de pratiquer en milieu privé et en milieu public et de facturer un ou l'autre, de choisir de facturer soit l'individuel ou les soins publics. Donc, c'est très opposé. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le sens qu'ils ont peur que
les ressources publiques vont être tirées aux ressources privées pour les meilleures conditions, les meilleurs salaires. On va voir ce que ça va faire avec ça. Leadership hospitalier qui ont été introduits cette année, un projet pilote pour offrir plus d'autonomie à l'hôpital, au niveau de l'hôpital. Le gérant, les gérantes peut s'occuper des problèmes, des difficultés là. Donc, ça va permettre plus d'autonomie, puis ça va nous permettre de ne pas sortir à travers plein de cerceaux, puis demander aux supérieurs comment est-ce qu'on a le droit de le faire. Ça va être les gérants qui vont le faire. Le budget global aussi, donc c'est pas le montant de patients qui va venir à l'hôpital donc même si tu vois pas autant de patients, tu vas pas être coupé dans ton budget. Ça va rester toujours un budget global pour les sites ruraux, ce que c'est bien. Ils vont aussi recruter beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui sont formés à l'étranger et des remplaçants aussi, donc les locum nurses qu'ils appellent, pour boucher les trous. Ils veulent employer plus de gradués dans les prochaines 4 ans, jusqu'à 1000 qui parlaient aussi. Donc, j'espère que ça va nous rapporter un petit peu plus de gens. Et les bourses, les fonds ont augmenté pour les bourses, que c'est bien pour essayer de retenir les gens puis d'attirer les gens. Et bien sûr, le programme médical à Grand Prairie ici pour encore là de former des médecins en milieu rural, mais aussi le fait qu'on espère qu'ils vont rester dans le milieu rural vu qu'ils ont été formés ici. Je pense que c'est une très belle initiative. Qu'est-ce que ça signifie pour nos sites ruraux? On espère que ça nous donne plus d'autonomie, qu'on embauche plus de gens ici dans les sites ruraux, puis aussi rendre aussi les sites ruraux, les hôpitaux ruraux plus attirants pour les professionnels de la santé. Mais est-ce que c'est suffisant? Je pense c'est un bon début de la part du gouvernement. Est-ce qu'on a besoin de plus de choses? Je dirais que oui. Comme juste aider, comme faire plus des campagnes de recrutement, par exemple, ou même avoir des projets peut-être entre le gouvernement provincial et les communautés pour essayer de développer peut-être des commodités ou aider avec l'expérience des étudiants en médecine ou infirmiers aux hôpitaux ruraux pour qu'ils veulent venir puis viennent s'établir peut-être avec leur famille dans la région.